Bonsoir, 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 ouais. Bonsoir, bonsoir. Bon, je sais pas à quel niveau de commencer, ouais. Bonsoir, merci d'être ici pour ce débat dans le cadre de l'European Lab sur le journalisme d'investigation en Europe et sur les collaborations. Je me présente Geoffrey Volzi, je suis journaliste et cofondateur de Disclose, un nouveau site d'investigation à but non lucratif. Je vais introduire donc les trois journalistes présents ce soir à mes côtés pour discuter de ce sujet. Donc à côté de moi, Édouard Perrin, vous représentez Forbidden Story, qui est un réseau de journalistes qui a pour mission de protéger les informations des journalistes qui enquêtent dans des pays où ils sont menacés, ou de reprendre et poursuivre les enquêtes de ceux qui sont emprisonnés ou assassinés. Vous avez aussi participé aux révélations de LuxLeaks dans le cadre de la CIG. Aurore Gorius, vous êtes journaliste au jour, vous enquêtez notamment sur les lobbies, vous êtes membre de la CIG, donc un consortium international de journalistes d'investigation. Et enfin, Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. Vous avez notamment travaillé sur l'affaire Cahuzac, sur l'affaire Benalla. Et vous faites partie, Mediapart, de l'European Investigate Collaboration, dont vous êtes, Mediapart, un des membres fondateurs de ce consortium. Donc, on va commencer par une première question à Aurore, qui concerne la CIG. Donc, c'est le premier consortium qui s'est créé de journalistes à l'international, c'est ça ? Oui, c'est l'un des premiers. J'espère qu'on m'entend bien. Ouais. C'est l'un des premiers. C'est même sans doute le premier puisque ça date de 96, je crois. Et le consortium a fait plusieurs enquêtes, mais il a été beaucoup relancé en fait à partir du début des années 2010-2011 par un journaliste qui s'appelle Gérard Reilly. Et à ce moment-là, le consortium se réorganise et cherche des relais sur Paris, notamment. Enfin, en fait, se réorganise au niveau mondial, cherche des relais un peu partout en Europe, notamment, puisque le consortium est basé à Washington. Et donc c'est à ce moment-là que je rentre dedans, mais Fabrice aussi est rentré dedans. Évidemment, Édouard aussi a été dedans avec Première Ligne. Donc en fait, ce réseau, ça a vraiment été le premier à faire des enquêtes collaboratives au niveau international et avec, on le sait, un impact très important. Avec Offshore Leaks, LuxLeaks, SwissLeaks, tous les leaks en fait, les premiers leaks c'est eux qui l'ont fait, et ensuite Panama Papers pour lesquels la CIG a été récompensée par le Pulitzer, etc. Donc en fait ça a été des pionniers et la politique du consortium au fur et à mesure, surtout quand les leaks sont arrivés en fait, quand les fuites de données sont arrivées, la stratégie du consortium, c'est de se dire il faut qu'on s'appuie sur des médias nationaux, sur un média par pays, pour faire des révélations, à la fois avoir des équipes importantes pour fouiller dans les leaks, parce que les fuites, les documents, c'est des millions de documents qu'il faut éplucher, c'est un travail de fourmi. Et ensuite, pour les révélations et pour l'impact des révélations, le consortium s'est appuyé sur des médias dans chaque pays, donc Le Monde par exemple en France, mais aussi France Télé, voilà. Donc c'est comme ça que fonctionne le consortium, et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est le premier à avoir vraiment fait ça avec le succès qu'on connaît et l'impact qu'on connaît. Alors le modèle, c'est qu'un média, par exemple, reçoit des documents et fait appel à d'autres médias, c'est ça, pour qu'on comprenne un peu le fonctionnement. Quel est l'objectif en fait de mettre en commun ces documents, ce travail d'enquête? L'objectif en fait c'est de pouvoir évidemment au niveau si vous voulez, quand il y a des fuites comme ça de données, évidemment quand on fouille dedans, il faut qu'on puisse trouver en fait des informations dans chaque pays
Donc quand c'est de l'évasion fiscale, par exemple, il faut connaître les personnes du pays concerné. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait des équipes dans chaque pays qui puissent regarder ces données. Et puis l'idée, évidemment, c'est de mettre en commun les informations. Et donc que les rédactions travaillent en réseau, s'échangent des contacts, s'échangent des informations, et puissent comme ça faire avancer l'enquête en réseau, en fait. Ok. Donc Fabrice, à Mediapart, vous êtes vous fondateur d'un autre consortium, mais qui est au niveau européen, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce consortium? Oui, c'est bon. Bonsoir à tous. C'est très particulier de parler avec cette rumeur derrière nous, mais ça nous fédère dans cette chose étrange. Alors oui, nous à Mediapart, avec une petite quinzaine de médias européens, parmi lesquels le Spiegel en Allemagne, Le Soir à Bruxelles, enfin je vais pas vous faire toute la liste à la Prévert, on a créé à côté de l'ICIJ, qui est un immense paquebot, qui est le consortium dont vous avez tous entendu parler, avec ce qu'a dit Aurore, les Panama Papers, les Paradise Papers. Dès que vous entendez un peu les mots papers et leaks quelque part, c'est l'ICIJ. Et nous, on a voulu faire un consortium un peu plus à taille humaine, entre guillemets, un consortium continental européen qui regroupe à peu près 80 journalistes qui communiquent quasi quotidiennement, et en tout cas toutes les semaines ensemble. Et donc nous avons été à l'origine d'un certain nombre d'enquêtes, parmi lesquelles celle dont vous avez peut-être entendu parler, les Football Leaks, qui a révélé à la fois les dérives individuelles de grandes stars du ballon rond et montré à quel point le football était devenu un lieu de prédation, de prévarication, de détournement et de dérives financières, au même titre que les ventes d'armes, la pharmacie ou le pétrole. Mais pour pas rentrer dans le détail des sujets, parce que c'est évidemment pas l'objet du débat, que ce soit l'ICIJ, que ce soit l'EIC, que ce soit Forbidden Stories, on est évidemment dans un monde où le numérique permet d'horizontaliser un peu plus les relations face à la verticalité des pouvoirs. Le numérique, de fait, permet des fuites massives de documents, mais qui ne datent pas du numérique. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Steven Spielberg de l'an dernier, les Pentagon Papers. C'est une énorme fuite de documents qui a remis en cause la guerre du Vietnam. C'était des papiers et un lanceur d'alerte qui s'appelait Daniel Ellsberg, qui travaillait au Pentagone. Moi, je vois deux immenses avantages pour ce travail-là. C'est d'abord, on apprend à se tenir chaud entre plusieurs journalistes qui s'attaquent parfois à des gouvernements, à des multinationales, à des services de renseignement, à des armées, parfois dans des pays qui ne sont pas des démocraties, et même dans des démocraties, il y a des dérives, et qu'on ne peut pas lutter nationalement contre des dérives qui sont internationales. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que quand vous avez 15 grands journaux internationaux pour l'EIC, 150, 200 journaux mondiaux pour l'ICIJ ou Forbidden Stories, qui décident au même moment, le même jour, de faire la une sur la même info, eh bien vous venez briser les logiques de la communication. Vous prenez l'agenda, vous saisissez l'opinion publique avec des informations que vous estimez être importantes. Alors ça fait parfois un peu avancer les choses. Je pense je ne veux pas parler au nom de mes confrères, mais c'est toujours trop peu vis-à-vis des enjeux que nous révélons. Mais ce double avantage est une force de frappe un peu inédite dans l'esprit du journalisme, et enfin, je crois qu'on peut que s'en réjouir. Alors, Edouard, vous avez... Allô. Si. Edouard, vous êtes au bord de Forbidden Story. Forbidden Story, ça a été un projet qui a été fondé il y a 2 ans à peu près, et dont la première enquête concernait la journaliste Daphne Caruana Galizia, qui a été assassinée à Malte parce qu'elle enquêtait. Elle a été assassinée en 2017 dans l'explosion de sa voiture parce qu'elle enquêtait sur la corruption du gouvernement maltais. Quel est l'objectif de Forbidden Story comparé à la CIJ, comparé à l'ECJ? Il y a une spécificité qui est de reprendre le travail, de protéger le travail des journalistes d'investigation, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est l'idée de mon collègue et ami Laurent Richard. C'est lui qui crée Forbidden Stories. C'est une histoire à la fois très personnelle et très professionnelle. Personnel parce que il pense à Forbidden Stories juste après l'attaque de Charlie Hebdo. Nous, on était voisins de Charlie Hebdo, et il se dit comment est-ce qu'on peut faire pour
protéger des journalistes. Elle est professionnelle aussi parce que lui, il avait enquêté sur les mêmes dossiers qu'une journaliste qui s'appelle Khadija Ismailova, qui était en prison dans le Caucase. Et à l'époque, il y avait déjà eu un projet qui était mené par un consortium qui s'appelle OCCRP, qui avait intitulé cela le projet Khadija, et qui avait pour but de poursuivre les enquêtes de cette journaliste emprisonnée. Et Laurent, avec qui moi j'ai travaillé sur LuxLeaks et après et plus tard sur d'autres sujets, on était déjà dans cette coopération entre journalistes, coopération, comme l'a dit Fabrice, horizontale. C'était quelque chose qui, enfin moi j'ai commencé à travailler comme ça avec la BBC en 2012. C'était totalement, on parlait de ça à nos rédactions en chef, on nous disait mais tu es sûr on va aller partager des infos avec les autres. On leur disait oui, c'est le principe. Et donc cette idée qui était à l'époque très très nouvelle pour nous, qui était même hérétique quasiment pour les journalistes, de travailler ensemble, Laurent l'a poursuivi en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer ce journalisme coopératif en arme contre la censure. Et donc il a développé cette idée pendant une bonne année, et puis ensuite il a lancé ce projet, et il y a eu un coup du sort juste après le lancement du projet. Il y a eu l'assassinat de cette journaliste maltaise, Daphne Caruana Galizia, et ça a été évident dès le début que c'était le projet que Forbidden Stories devait prendre à bras le corps. Parce que c'était un assassinat d'une journaliste en Europe, une voiture piégée, une journaliste qui enquêtait sur un certain nombre de sujets très sensibles à Malte, mais qui avaient des implications dans tout le reste de l'Europe et au-delà, qui étaient des sujets qui concernaient le crime organisé, qui concernaient des liens à très haut niveau dans son pays et ailleurs entre le crime organisé et des dirigeants. Et donc la seule solution pour arriver à raconter ce que cette journaliste le racontait avant de se faire assassiner, c'est de mettre en commun, sur le même principe que les autres consortiums, mettre en commun des rédactions, poursuivre. Alors il y a plusieurs chapitres, hein. C'est déjà enquêter sur l'assassinat en lui-même, si le journaliste a été assassiné. Et puis c'est dans un deuxième temps d'enquêter et de poursuivre ces enquêtes pour essayer de les faire aboutir et pour profiter en fait de ce qu'on appelle l'effet Streisand. Alors je vais peut-être un peu expliquer ce que c'est que l'effet Streisand. C'est une jolie histoire. C'est Barbara Streisand qu'on connaît tous. Sa villa en Californie est prise en photo et publiée sur un blog tout à fait obscur. Et elle porte plainte, elle met ses avocats sur le coup pour interdire à ce blog qu'on voit les images de sa maison. Et le résultat, c'est que le blog qui devait avoir 6 visites de gens sur Internet, voilà, tout le monde a parlé de la maison de Barbara Streisand. Donc en fait, le Forbidden Stories, c'est s'appuyer sur cet effet-là, c'est-à-dire vous avez voulu supprimer un journaliste en l'emprisonnant ou en le tuant pour ne pas qu'on parle de telle histoire, pour ne pas qu'il continue. Et ben nous, on va à 5, 10, 15, 20, 40 médias reprendre ces enquêtes, parler de ce qu'a fait le journaliste, parler de son assassinat, et vous n'aurez rien gagné à le supprimer, au contraire. Ça ne sert à rien de tuer le messager parce que le message continue à circuler. Alors vous l'avez dit, il y a dans cette idée de collaboration quelque chose qui était un peu vu comme un ovni, parce qu'on voit les gens voient généralement le journaliste d'investigation seul en train d'aller dans un parking voir ses sources, ce qui peut arriver. Mais est-ce qu'on est passé à une époque où maintenant c'est beaucoup plus naturel de travailler en collaboration à plusieurs journalistes? Est-ce qu'on a dépassé ce côté de peur de se faire voler le scoop, on va dire, pour les journalistes d'investigation? Clairement, avec les collectifs, oui, on est passé à une autre époque. Longtemps, et notamment en France, mais ailleurs aussi, il y a eu des journalistes d'investigation, d'ailleurs, qui se revendiquaient journalistes d'investigation un petit peu comme une élite du journalisme, et qui faisaient leurs enquêtes en solo, avec leur réseau de sources, leurs informations, et qui sortaient ça tout seul. Aujourd'hui, je pense que le modèle est largement dépassé, notamment avec ces collectifs et il faut savoir que, de toute manière, ça correspond aussi à une internationalisation des sujets. Quand on enquête sur des firmes,
Moi, je fais des enquêtes plutôt économiques. On enquête forcément sur des multinationales, on enquête forcément à l'international. J'ai enquêté récemment sur le lévothyrox et j'ai commencé à travailler seul dans mon coin sur la crise du lévothyrox, cette crise sanitaire qui a touché un médicament qui est pris par 3 millions de personnes en France. Et en fait, j'ai commencé à travailler seul et j'ai des infos qui sont arrivées par l'ICIG à Washington parce que en fait le laboratoire qui commercialise ce médicament, qui est le laboratoire Merck, qui est un laboratoire allemand, a aussi des bureaux aux États-Unis, et j'ai eu quelques infos, pas l'essentiel, mais quelques-unes qui sont passées par Washington, donc par l'ICIG. Donc en fait, ces consortiums, ça donne aussi une puissance aux enquêtes potentiellement énorme. Et du coup, moi qui suis dans le collectif depuis 2011, j'ai été aussi contactée par des journalistes, une fois au Danemark, une fois en Serbie, qui cherchaient des contacts et des infos et un contexte, des explications, du background, comme on dit, sur des histoires françaises qui ne les avaient pas. Et je les ai aidés un petit peu à débloquer des trucs pour qu'ils puissent avancer de leur côté. Donc ça fonctionne aussi comme ça, ce collectif. Et bien sûr que maintenant les enquêtes en réseau, avec les outils numériques, avec le fait que tous les sujets, enfin tous, pas tous, mais beaucoup de sujets sont à dimension internationale, les trafics divers et variés, les sujets santé, la dernière enquête de l'ICIG sur les implants de files, c'est une enquête européenne et américaine aussi. Bien sûr que tout ça c'est au-delà des frontières et que aujourd'hui ça semble tellement évident de travailler à plusieurs. Au niveau national, il y a forcément une concurrence entre les rédactions, on va pas se mentir, hein, on va pas dire que les journalistes d'investigation sont pas en concurrence et que les rédactions sont pas en concurrence, mais il y a bien sûr évidemment plein de collaborations possibles aujourd'hui, et ça c'est dans la culture de l'enquête aujourd'hui, oui. Et la collaboration est beaucoup plus simple à l'international qu'à l'intérieur des pays. Fabrice, est-ce que par exemple avec le CJ, vous avez déjà commencé à faire des enquêtes où vous partez d'un sujet d'initiative, ou pour l'instant ces consortiums sont toujours dans des fuites de données qui nécessitent de mettre plusieurs médias, ou est-ce que vous envisagez un jour de lancer des enquêtes à plusieurs? Alors tout est possible. C'est l'EIC, le consortium européen, n'a pas vocation à traiter simplement des fuites. Ça peut être des enquêtes d'initiative. Ce qu'on appelle une enquête d'initiative, c'est quand des journalistes ont envie d'enquêter sur un sujet sans avoir de fuite d'informations particulières et décident de s'y mettre seuls ou à plusieurs. Alors moi, on a beaucoup, je fais une petite incise, mais utiliser l'expression journaliste d'investigation, moi je fais partie de ceux qui considèrent que ça n'existe pas. On est journaliste d'information. Voilà, je veux bien considérer qu'il y a d'un côté l'information et le commentaire. Il peut y avoir des porosités entre les deux, mais à partir du moment où qu'on soit dans la presse locale, dans la presse nationale, qu'on traite d'un petit fait divers ou d'une grande affaire d'État, on fait un travail d'information. Bon, cela étant dit, et ça permet de briser en effet cette image des cow-boys de l'info là qui se mesurent la taille des biceps en permanence, à qui a sorti la plus grosse info par rapport aux voisins d'à côté. C'est absolument ridicule et détestable comme mythologie entretenue du journalisme. Pour ce qui est de l'EIC, nous, le premier défi qui a été le nôtre, en réalité, c'est qu'avec les Football Leaks, on s'est retrouvés face à 14 millions de documents. Ah, donc c'est un peu un défi cognitif, 14 millions de documents, on avait regardé, ça faisait 500 000 fois la Bible, à peu près. Bon. Ça avait donné Football Leaks 1 en décembre 2016, et le premier défi qui a été le nôtre, c'était pas un défi journalistique, c'était un défi technique, pour que vous vous rendiez compte un peu de ce qu'est les arrière-cuisines d'un travail comme celui-là. On peut pas lire pièce à pièce 14 millions de documents. Ça nous prendrait des siècles. C'est pas possible. Bon. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est créer un logiciel qui permette de rendre, pardon pour le barbarisme anglo-saxon, searchable, qu'on puisse rechercher dans une base de données aussi vaste où il y a à la fois des documents Word, des documents PDF, des fichiers Excel, des extraits de mails, des textos, etc. De sorte que, bon voilà, on parle du foot. Si dans ces 14 millions de documents, on veut tous les documents dans lesquels il y a l'occurrence Zidane et, je sais pas, Il Caïman,
les documents remontent. Voilà. Ça a été le premier défi. Et le deuxième défi, ça a été de créer une espèce de plateforme, une sorte de Wikipédia et de forum pour tous les journalistes de l'EIC, évidemment cryptés, sécurisés, etc., pour qu'on puisse mutualiser la totalité de notre travail et de nos découvertes, au point que même chaque journal responsable d'une partie d'un sujet rédige un article en anglais qu'il partage avec tout le monde. Et dans le consortium, n'importe qui peut reprendre l'article en le traduisant dans sa langue, en l'amendant, en rajoutant des choses ou en le publiant tel quel. Donc on est vraiment dans une logique de mutualisation absolue, ce qui est vrai pour certains anciens de notre profession, relevé de quelque chose d'absolument inconcevable et invraisemblable il y a encore une dizaine d'années, ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Je vais me tourner vers Édouard. On parlait de mutualisation des moyens. Est-ce qu'il y a une possibilité de mutualisation aussi des risques, que ce soit sur les LuxLeaks ou sur le Daphné Projet? Est-ce qu'en fait on est aussi plus fort face au risque de poursuite dans le cadre des enquêtes, face aux pressions aussi, en étant à plusieurs médias, plusieurs journalistes? Alors, Forbidden Stories, c'est évidemment l'aboutissement de cette logique-là. Mais quand je dis aboutissement, c'est parce que avant, c'est clairement un des bénéfices de la mutualisation. C'est pour prendre un seul exemple sur les histoires d'évasion ou de fraude fiscale, vous échangez avec un collègue russe. Il fait pas du tout le même métier que vous. Enfin, clairement, il a pas du tout les mêmes risques. Il a besoin d'une organisation comme ça. Et très souvent, ce qui se passe, c'est l'information va sortir au niveau du consortium et redescendre ensuite au niveau du journaliste russe ou ailleurs, mais parce que lui-même seul ne peut pas et ne doit pas l'exploiter. Il va se retrancher derrière le consortium. Ça, c'est le risque physique. Il y a le risque juridique qui est bien plus répandu. C'est si vous avez 140 têtes qui sortent le même sujet le même jour, ça va être beaucoup plus difficile pour le cabinet d'avocats de l'entreprise d'aller taper sur les 140 têtes et ça va être contre-productif. Ça ne veut pas dire que les poursuites n'existent pas, mais ça veut dire qu'elles sont rendues beaucoup plus compliquées et la stratégie des entreprises en termes de poursuites est largement compliquée. Donc il y a un effet de protection. Il y a aussi un aspect très important, c'est pour des médias de plus petite taille dans des pays moins exposés. Savoir qu'à ses côtés, il a la BBC, il a un grand journal allemand, une télé française qui parle de la même info, il va être beaucoup plus tranquille, serein à sortir cette info, à travailler dessus, à exploiter des pistes qui vont être locales, sachant que, si je puis le dire comme ça, ça va être blindé de tout un tas d'autres côtés, quoi. Et on va pouvoir aussi abreuver la même enquête de nos éléments à nous, c'est-à-dire qu'il y a des remontées continues. On va utiliser leurs infos et eux vont utiliser nos infos. Donc on mutualise pas seulement l'info, on mutualise aussi la protection. Et puis pour en revenir à ce qu'on fait avec Forbidden Stories, on mutualise évidemment l'impact et la publicité, quoi, dans le bon sens. Alors, on parlait de ces collaborations. Est-ce qu'il y a des difficultés parfois à travailler entre journalistes de différents pays dans les méthodes? Est-ce que finalement, sur les méthodes, sur la vérification des faits ou de ce qui peut être publié en France ou dans un autre pays, on va estimer qu'on publie pas de source anonyme ou inversement. Est-ce que ça, c'est aussi une difficulté, ces différentes méthodes de faire du journalisme? Je dirais pas des méthodes différentes parce que je crois qu'on parle quand même globalement la même grammaire, c'est-à-dire de trouver des faits d'intérêt public, les vérifier et à partir du moment où ils sont d'intérêt général et vérifiés, on les publie. C'est juste la définition de notre métier. Publier des histoires vraies qui alimentent, quand on les met sur la table, la conversation démocratique, pour utiliser un grand mot. En revanche, il y a des cultures journalistiques différentes et c'est une sorte de métissage professionnel. Il y a un petit Larsen en plus de la rumeur. Il y a
Il y a une épreuve en plus à chaque. Plus on avance dans le débat, il y a des cultures professionnelles différentes. Et par exemple, nous, Mediapart, qui avons, une sorte de culture agressivement indépendante dans l'enquête, très anglo-saxonne, on peut dire, dans la production de l'information, se colter le travail d'un immense journal comme Der Spiegel, qui est une sorte de conscience morale allemande depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui est un journal un peu comme le New Yorker aux États-Unis, très littéraire dans sa façon d'écrire, c'est génial, c'est juste formidable. Après, la façon de travailler des camarades du Spiegel, de l'Expresso au Portugal, ou de Reuters en Angleterre, ou Mediapart en France, sont exactement les mêmes. Nous respectons les canons, le code de la route de notre métier. Donc moi, quitte à faire un peu le béni oui-oui de ce type de collaboration, je n'y vois de ce point de vue-là que du bien. Aurore, sur la CIG, sur la dernière enquête, les Implant Files, est-ce que cette enquête, elle vient d'une fuite également, ou c'est là une volonté de plusieurs médias de travailler sur le même sujet? En fait, à l'origine, donc c'est Le Monde qui a fait les révélations pour la France sur les Implant Files. En fait, à l'origine, c'est une journaliste danoise qui a testé en fait la certification des implants. Donc les implants, c'est les pacemakers, c'est ces petits objets qu'on va placer dans les corps pour les soigner. Et elle a testé en fait, et ces implants sont certifiés par des organismes qui sont parfois publics, parfois privés, et les certifications en fait très souvent sont extrêmement défaillantes, puisque les organismes qui certifient sont en général financés par ceux qui produisent, qui fabriquent les implants. Et donc cette journaliste avait testé, et c'est une journaliste néerlandaise à la base, elle avait testé ça avec un filet d'orange. Elle avait réussi à faire certifier un filet d'orange par un organisme, par 3 organismes différents. Elle avait démontré donc que ces organismes étaient défaillants, et à partir de là, l'ICIJ a décidé de lancer une grande enquête européenne. Donc c'est pas des leaks à la base, c'est vraiment une enquête d'initiative, et de se dire tiens, comment ça fonctionne à l'échelle européenne et à l'échelle aussi et aux États-Unis, la certification de ces implants, sachant que ces 10 dernières années, les signalements de problèmes et d'effets secondaires liés à ces implants ont été multipliés par 10 en France, et encore on sait que l'organisme qui récupère et qui collecte ces défaillances est lui-même défaillant. Il enregistre très mal, on sait qu'il y a plein de gens qui ne signalent pas non plus les difficultés. Donc bref, tout ça a été investigué, et à l'origine c'est pas des fuites, c'est vraiment une enquête d'initiative comme on dit, mais à l'échelle toujours internationale, toujours. Ok. Comme on se connaît déjà bien, nous tous, on va passer à la partie questions, qui est la plus intéressante, et puis que vous puissiez aussi poser des questions avec la rumeur derrière. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le public? J'en vois plein de mains qui se lèvent. Une première. Juste, ne pas pour parler de la méthode, sinon des différentes configurations de pouvoir dans des différents pays. C'est-à-dire ici en France et même en Europe, il y a comme une sorte de boule où le journalisme est un métier très bien respecté. Et, moi je viens du Costa Rica qui ne se porte pas si mal en journalisme, et puis par exemple pour Panama Papers, le journal le plus grand du pays a dû être exclu parce que puis ils-mêmes avaient dans leur investisseur des personnes impliquées à Panama Papers. Donc comment luttons contre le capital qui finance à la fin le média aussi, et comment faire un peu le divorce entre le corporatif et le métier du journalisme dans des sociétés qui n'y sont pas si à la française. En fait, vous avez en face de vous 3 représentants de l'indépendance journalistique en France. Moi, les médias, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, il y a des médias, il y a des journalistes. Je ne suis pas sûr qu'en France, ce soit l'un des métiers les plus adorés de la population. Au contraire. Mais vous avez avec Édouard Perrin et l'agence de presse Première Ligne, pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui font notamment Cache Investigation. C'est le service public.
Donc c'est financé par la redevance, par les impôts. Donc c'est la partie publique de notre argent privé. C'est magnifique. C'est le terme que tu as utilisé, Geoffrey, qui est très beau, qui est la publicité, qui est malheureusement un terme qui a été capté par la valeur marchande, mais c'était notamment le terme des débats d'assemblée pendant la Révolution française. Pourquoi c'est un beau terme? Parce qu'il porte en lui-même la promesse de notre métier, c'est-à-dire de vous rendre à vous, public, ce qui vous appartient. En fait, nous, on fait quand même un boulot bizarre. On sait rien, on apprend quelque chose, on vous le transmet. C'est quand même étrange comme métier. Et c'est parce que c'est un bien immatériel, l'information, qui vous appartient. C'est pas un plaisir de journaliste. C'est parce que la démocratie, c'est à la fois le droit de vote et la liberté d'informer. Si vous avez le droit de vote sans la liberté d'informer, vous êtes en Russie. Si vous avez la liberté d'informer sans le droit de vote, vous êtes, je sais pas moi, à Monaco. Voilà, à peu près quoi. Bon, donc nous, notre boulot, c'est ça. Avec Les Jours, vous avez un site totalement indépendant. Mediapart, un site également totalement indépendant. Donc, évidemment que la question que vous posez sur celle d'un côté du corporatisme, bon, le corporatisme, quand c'est bien, ça s'appelle la solidarité, et quand c'est mal, ça s'appelle le corporatisme. Et puis les risques de ce que vous avez dit, le capital, bah oui, en France, on est bien placé pour en savoir. On a même monté des associations ensemble qui s'appellent Informer n'est pas un délit, notamment sur cette situation française très particulière où on est dans un moment historique de concentration des médias entre les mains de personnes dont le cœur d'activité n'est pas l'information. Bah, le problème, c'est pas qu'ils soient riches ou milliardaires, tout ça. Il n'y a pas de racisme de l'argent, c'est très bien. Mais le cœur d'activité de la plupart des gens qui détiennent une immense majorité des médias, c'est de faire du BTP, de faire de la banque, de vendre des armes. C'est d'avoir des bonnes relations avec les gouvernements en place, qu'ils soient de droite ou de gauche. Donc c'est pas une question non plus idéologique, voire même avec les dictatures, qui ne sont pas pour eux des dictatures, mais des clients potentiels. Vous voyez? Donc c'est vrai que ça pose problème, et ça ne veut pas dire que dans ces journaux qui appartiennent à ces grands groupes, il n'y a pas des journalistes exceptionnels et des enquêtes remarquables. Hein, il s'agit quand même d'être aussi un peu nuancé et complexe. Donc je crois que, enfin, évidemment laisser mes amis répondre, mais qu'on a tout à fait conscience et confiance aussi en France du danger que vous pointez. Je crois que pour poursuivre, puisque vous parliez d'Amérique centrale, d'Amérique latine, pour Forbidden Stories par exemple, c'est évidemment, il y a eu un projet qui a été mené au sujet de 3 journalistes équatoriens qui ont été enlevés et assassinés à la frontière de l'Équateur et de la Colombie. Ce sont des journalistes locaux, à la fois colombiens et équatoriens, qui ont poursuivi l'enquête. Mais ce que Forbidden Stories a permis de faire, c'est que les histoires qu'ils ont enquêtées avec notre aide ont été reprises par une quinzaine d'organisations mondiales. C'est-à-dire que ce qui s'est passé localement, dans un endroit où c'est très très compliqué de travailler, la preuve est très très risquée, ils ne l'ont pas fait tout seuls. Donc ça permet, enfin c'est une autre réponse à votre question, mais ça permet aussi je vais pas dire d'écarter les obstacles, mais en fait de remettre les choses un peu à l'équilibre. Je pourrais dire la même chose de ce qui s'est passé avec ICIJ, où ICIJ a développé des contacts en Afrique. C'est très très difficile, ne serait-ce que matériellement, de faire un travail correct là-bas. Donc c'était trouver des gens qui avaient les réflexes journalistiques qui sont les mêmes que les nôtres, mais n'avaient pas l'assistance matérielle, l'accès au réseau au pluriel, hein, pas simplement le réseau téléphonique, mais les réseaux des journalistes qui peuvent les aider. Et après, c'est une histoire de confiance, pour reprendre les termes de Fabrice. C'est qui est cette personne, sur quoi elle a travaillé, en quoi on peut l'aider. Et moi je vais pas dire que tout est rose, c'est très compliqué hein, d'établir ces réseaux-là, mais il y a que comme ça qu'on peut arriver à faire avancer les choses. Les problèmes qui sont rencontrés par des journalistes en Afrique de l'Ouest sont les mêmes que ceux qui vont être rencontrés en Amérique latine ou centrale, les mêmes menaces. Donc ils ont besoin des mêmes schémas d'aide et d'assistance dans leur travail. Et ça peut aussi permettre d'aller au-delà et voilà, si c'est un journaliste qui n'a pas les accès à des médias qui sont locaux parce que ces médias sont captés par des intérêts particuliers, on peut passer outre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ?
Bonsoir, moi c'est Mahmoud Baïdi Gaye, journaliste exilé de la Mauritanie. J'ai eu la chance de visiter Mediapart. Moi, par rapport au réseau que vous êtes en train de parler ici, nous n'avons pas cette chance d'avoir des réseaux ou bien des journaux spécifiquement qui ont une spécificité par rapport à ce qui se passe, par exemple en Mauritanie, par rapport à cette corruption généralisée où on voit des fonds énormes qui transitent vers la Mauritanie. Et aussi, on sait qu'ici, le président a son bras droit qui est là, qui est un avocat par rapport à ces ressources naturelles qu'on dilapide à chaque fois, et la population est là à chaque fois en train de chercher ces fonds-là. Vraiment, ils partent. Par exemple, je parle du fer, je parle du diamant ici. Vraiment, le président, je peux dire, il a son QG ici au niveau de la France. Mais je ne sais pas, les journalistes qui sont vraiment réputés, par exemple, qui sont vraiment qui ont une couverture pour étayer l'opinion par rapport à ça. Donc nous nous sentons un peu délaissés par rapport à ce qui se passe dans le monde, un peu partout, parce qu'on voit que les gens, c'est l'Europe, c'est le monde, mais l'Afrique est un peu délaissée. Et nous, en tant que journalistes, on se sent un peu vraiment délaissés par rapport à l'avancement. Parce que on m'a posé une question, lorsque Macron est venu en Mauritanie, j'ai fait un article en disant la lutte contre le terrorisme excuse tout. C'est-à-dire que le président berne le monde. Aujourd'hui, on ne voit pas l'implication des journalistes pour une réelle transition dans ces pays où l'homme noir cherche à avoir une identité. Par exemple, quand tu es noir en Mauritanie, tu cherches à avoir une identité alors que c'est un pays, tu es obligé de quitter parce qu'il y a deux choses. Soit c'est la prison, soit c'est l'assassinat. On a vu un avocat qu'on a assassiné en pleine rue, qui était fortement opposé par rapport aux réformes constitutionnelles. Donc on ne voit pas vraiment au niveau international la présence de ces journalistes qui ont vraiment une étendard qu'on dit crédible par rapport à leur ligne éditoriale. Merci. Alors, vaste. Non mais enfin, merci parce que c'est un témoignage très intéressant. Mais ce que vous dites, moi ça me fait penser à ce qu'on entend souvent dans la bouche de beaucoup de responsables politiques français, quelle que soit leur obédience. C'est les incantations quand ils sont en France des valeurs. La France, le pays des droits de l'homme, enfin plutôt le pays de la déclaration des droits de l'homme. La défense des grands concepts et en dehors des frontières, la cécité absolue vis-à-vis de ces grands concepts quand il s'agit de vendre des armes à des pays qui les utilisent pour commettre des crimes de guerre. CF, ce que la France fait aujourd'hui avec les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite et la guerre au Yémen, qui est à l'origine de, d'après l'ONU, la plus grande crise humanitaire qu'on ait connue depuis de nombreuses décennies. 5 millions d'enfants menacés de la famine. Bon. C'est ainsi que quand on découvre qu'en Arabie Saoudite, un prince régnant peut décider de monter une opération pour aller découper un journaliste dans un consulat en Turquie, un journaliste éditorialiste du Washington Post qui a le malheur de ne pas penser comme le souverain, on est allé scier un homme dans un consulat. La France, d'Emmanuel Macron, a mis un mouchoir sur cette histoire et n'a aucune espèce de décence pour ne pas aller vendre des armes à cette même Arabie Saoudite. On peut dire la même chose de Manuel Valls qui veut lutter de manière acharnée contre le péril islamiste en France, mais qui n'a pas de problème à aller vendre des armes à un pays, l'Arabie Saoudite, dont le wahhabisme est la matrice idéologique de Daesh. Vous voyez ? Bon. Et donc ce que vous pointez vis-à-vis du pays, moi que je connais pas, et j'en suis désolé, la Mauritanie, mais le Tchad, et ce que la France fait avec Idriss Déby, qui est un dictateur épouvantable, mais parce que au nom de la lutte contre le terrorisme, qui est une lutte évidemment
capitale. À Paris, on est bien placé pour le savoir. Eh bien, nous fermons les yeux sur des dérives qui concernent la même humanité que la nôtre. Voilà. Et donc, c'est difficile, de mon point de vue, de ne pas souscrire à ce que vous nous dites dans votre témoignage. Alors, toujours des questions, n'hésitez pas, tous les sujets sont ouverts. Ah, on va aller de l'autre côté. Bah, vous allez venir à moi parce que... Vous parliez d'une enquête européenne par rapport à l'affaire des implants. Je veux savoir qui s'en était saisi et est-ce que vos investigations ont une visibilité à l'échelle des institutions européennes ? Qui s'est saisi de l'enquête sur les implants? En fait, ça a réuni, je crois, 58 journaux différents dans le monde. Donc en fait, à l'origine, il y a eu ce test par une journaliste néerlandaise et ensuite c'est remonté au consortium qui a mobilisé son réseau pour faire enquêter dans chaque pays différents journalistes. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et pour l'instant, les remontées au niveau de la commission, enfin des instances, des autorités européennes, je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est que le monde a tenté d'avoir des informations de la part d'un des organismes de certification qui n'a pas voulu lui transmettre ses critères, les documents, etc. Le monde a fait un recours devant la CADA, qui est un organisme, la commission d'accès aux documents administratifs, qui permet d'avoir accès à des documents publics. Mais vous le savez sans doute, la culture de l'open data en France n'est pas très développée, voire pas du tout. Et notamment en matière de santé, c'est assez catastrophique. Donc la CADA a mis son veto à débouter le monde au nom du secret des affaires, la fameuse loi sur le secret des affaires qu'on a déjà évoquée et qui donc permet à des organismes publics, c'est cette fameuse loi qui a été promulguée au mois de juillet, que toute la profession a dénoncée, notamment dans le collectif Informer n'est pas un délit, et cette loi n'a pas tardé à être appliquée par des organismes publics, et notamment la NSM et notamment la CADA, malheureusement. Et donc voilà ce qu'on peut dire sur cette enquête au niveau des autorités pour l'instant. En tout cas, au niveau français, c'est ce qui s'est passé. Et en termes de législation, il n'y a pas eu encore d'avancée, mais l'enquête est toute récente. Elle date d'il y a 2 mois, donc on peut espérer des suites et un meilleur encadrement. Mais c'est un problème récurrent dans plein de domaines. Les organismes de certification sont souvent payés par ceux qui produisent, donc ça pose problème dans plein de secteurs en réalité. Alors il y avait une question. Non, plus de questions. Oui. Est-ce que vous suivez les affaires? Je sais pas. Est-ce que vous suivez les affaires une fois que elles ont été dévoilées, que le buzz médiatique est passé? J'imagine que oui. Par exemple, si on prend, alors vous n'êtes peut-être pas vous travaillez dessus, mais les Paradise Papers, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces noms qui ont été dévoilés, est-ce qu'ils sont allés devant la justice? Est-ce qu'ils ont rapatrié leurs fonds? Enfin, est-ce qu'il y a une suite après? Alors, c'est une bonne question parce que pas plus tard qu'il y a 10 jours, nous on était auditionnés à l'Assemblée nationale par un organisme qui s'appelle la commission, c'est la CEC. En gros, c'est une commission qui vérifie la bonne application des politiques publiques pour le Parlement. Et donc, ils nous ont exactement posé la même question. C'était où est-ce qu'on en est dans ces affaires-là et comment est-ce qu'on peut faire pour que ces affaires qui sortent soient suivies de plus d'effets que ça. Ça veut bien dire que des effets, il y en a pas beaucoup en France. Pour les Panama Papers, je crois qu'il y a eu vraiment quelques enquêtes qui ont donné lieu à des redressements, à des paiements. Pour d'autres secteurs de l'enquête, par exemple toutes celles qui concernaient la Société Générale, dont on avait réussi à prouver avec les Panama Papers et un collègue qui s'appelle Benoît Bringer que le patron de la Société Générale avait menti devant le Sénat à ce sujet. Et il ne s'est strictement rien passé puisque le Sénat a jugé bon de ne pas poursuivre ce monsieur pour parjure, pour des raisons qui m'échappent toujours. C'est pas le cas partout. Il y a des enquêtes qui sont suivies.
J'aurais tendance à dire sur ce domaine-là, c'est un peu sans fin. Hein. À chaque fois, vous mettez un cliquet, vous arrivez à un point bien donné, et puis ensuite, il faut reprendre le travail pour continuer à mettre une certaine pression. Les Paradise Papers, c'était la même chose. Après, à la décharge des autorités et des services d'enquête, il faut bien imaginer que il y a une grande différence entre une enquête journalistique et puis une enquête judiciaire. Ces gens-là se retrouvent avec des centaines de noms du jour au lendemain sur lesquels ils doivent enquêter. Et j'imagine que c'est un peu compliqué pour les services, pour ne prendre que ceux de la France, du parquet national financier, qui ne peuvent pas tout faire et tout prendre à bras le corps. Donc j'entends bien ça, mais les suites des enquêtes, nous on essaye de faire ce qu'on peut pour continuer à les traiter, mais c'est pareil, on n'a pas que ça à faire non plus. Hein. Mais merci pour votre question, parce qu'elle pose quelque chose de, je crois, vraiment de fondamental, c'est-à-dire la leçon de choses et la pédagogie des affaires. On va appeler ça les affaires. Moi, j'ai toujours considéré que les affaires, c'était comme des espèces de... Vous savez, avant de mettre une bagnole sur le marché, avant de la vendre, on fait un crash test. Vous avez déjà vu les vidéos où on envoie des voitures contre un mur avec un mannequin dedans pour vérifier l'état de solidité de la carrosserie et tout ça. Bon. Bah, pour moi, les affaires, c'est des crash tests à l'échelle d'une démocratie. Ça permet de vérifier la carrosserie des institutions, de la loi, de notre propre citoyenneté, de la justice. Et les mannequins, c'est nous. Voilà. Et à l'échelle de consortiums internationaux, c'est pas une voiture qu'on lance contre le mur, c'est des dizaines de voitures dans le monde entier. Et vous avez utilisé l'expression le buzz médiatique. Alors moi, j'ai aucun problème avec le buzz médiatique, aucun. Voire même, je suis pour le scandale. Le buzz, le bruit, ça dépend ce qu'on met dedans. Hein, c'est pas le. Non, mais je comprends très bien que c'était pas négatif ce que vous disiez. Si on fait du bruit avec des informations d'intérêt général, moi je pense qu'il faut faire du bruit. Je pense qu'il faut du scandale parce que ça permet d'agir en quelque sorte comme des électrochocs qui permettent de saisir l'opinion publique sur des faits qui dépassent en fait les personnes dont on parle. Je pense que l'affaire Cahuzac, par exemple, est très précieuse pour de la pédagogie de la tragédie de la fraude fiscale, quand on voit que celui qui est au sein d'un gouvernement, a fortiori de gauche, doit lutter contre la fraude fiscale, est en fait un fraudeur fiscal depuis 20 ans. Espèce de l'histoire du pompier pyromane. Bon. Mais si on s'arrête à ça, et c'est là où votre question est très importante. Si on s'arrête à ce côté un peu fait divers, spectaculaire, financier des affaires, je pense qu'on a tout perdu. Voilà. Je pense que ça, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Il faut raconter, il faut tenter d'expliquer ce que les affaires veulent dire. Vous savez... je prends souvent l'exemple des Balkany. Voilà. Les Balkany, ça fait rire, ils sont truculents, ils sont odieux, c'est des Thénardier du 9-2, voilà, très bien. Mais c'est pas qu'un spectacle, les Balkany. Les Balkany, c'est le récit d'une impunité dans un département à l'ombre d'un ministère de l'Intérieur, d'un ministre, M. Sarkozy, de l'Élysée, la maison mère, d'une impunité totale. C'est le récit de personnes qui se font élire par des gens dont ils volent l'argent. La fraude fiscale, c'est un vol. Les Balkany, quand ils fraudent le fisc, pour lequel ils sont aujourd'hui mis en examen et vont être jugés, c'est comme s'ils rentraient dans un hôpital et ils pétaient les lits. C'est comme s'ils rentraient dans une école et ils défonçaient les professeurs. C'est comme s'ils rentraient dans un commissariat et ils déchiraient les gilets pare-balles. C'est ça qu'ils font concrètement. On a l'impression que la fraude fiscale, c'est un truc qui flotte au-dessus de notre tête comme ça. Mais non, c'est votre argent en fait. Et on paye ceux qui payent des impôts. Alors on peut dire il y en a trop, pas assez, ça c'est un débat politique. Mais en fait, ils payent pour ceux qui payent pas. Hein, c'est l'argent qui échappe à la richesse des nations. Mais si on raconte pas que Levallois-Perret, la ville dont les Balkany sont les responsables politiques, c'est la ville la plus endettée de France, à cause du système Balkany, eh bien peut-être qu'on fera un peu mieux comprendre aux administrés de Levallois-Perret qui est dans les micro-trottoirs du Parisien, ou d'ailleurs disent mais non, mais d'accord, ils font peut-être des bêtises, mais c'est un super maire, et puis il nous fait plein de cadeaux. Et oui, mais il fait des cadeaux avec quel argent, madame? Avec le vôtre, en fait. Vous vous faites plumer 2 fois.
et que le jour où le système s'écroule et que les créanciers de la ville de Levallois-Perret se retournent contre la municipalité, les impôts à Levallois vont exploser. C'est mécanique, voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que les affaires ont un sens. Et donc, ce que vous dites, c'est fondamental. Moi, il y a une affaire sur laquelle je travaille depuis 7 ans, qui est l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy. Ça a commencé dans Mediapart en 2011. Aujourd'hui, l'ancien président est inculpé pour plusieurs délits dans cette affaire, et d'autres avec lui. Et là, je vais rejoindre ce que dit Édouard sur la faiblesse des moyens en France dans la lutte contre la corruption. Je vous donne juste un exemple que je trouve très bavard. Vous savez, il y a une affaire dont tout le monde parle aux États-Unis, qui est l'affaire de l'ingérence russe. L'enquête du procureur Mueller, est-ce que c'est le nouveau Watergate? Bon, le procureur spécial, Robert Mueller, il a 70 enquêteurs du FBI à temps plein pour lui, plus une douzaine d'avocats qui permettent de sécuriser la procédure. En France, l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy, qui est juste l'histoire d'un soupçon judiciaire qui porte sur la corruption de la démocratie par un dictateur, auquel on va faire la guerre quelques années plus tard en faisant mine de découvrir que c'est un dictateur, il n'y a pas un policier détaché à temps plein sur le dossier. Voilà. La réalité des faits dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas un policier détaché à temps plein dans ce dossier. Donc et pourtant, ils avancent. Parce que c'est des gens qui ont, avec les magistrats, une certaine idée de la République. Voilà. Et une très haute idée de la République. Et pourtant, ils y arrivent. Si on leur avait mis 70 enquêteurs à temps plein, ils auraient fait un malheur. Un malheur. Ils font déjà mal. Et ils auraient fait un malheur. Mais ça en dit long sur l'absence de conscience politique, encore une fois, de gauche ou de droite. Vraiment, moi j'ai l'impression que ce dont nous parlons avec les affaires, c'est hyper consensuel. Ça concerne tout le monde. Je veux dire, l'argent qu'il n'y a pas pour les crèches, pour les bébés ils sont pas de gauche ou de droite. On ne demande pas, avant de soigner quelqu'un dans l'hôpital public, pour qui il vote. Bon. Donc c'est vraiment une idée du bien commun. Mais dans la classe politique, malheureusement, les affaires, c'est toujours vu comme une arme contre le camp d'en face. La droite adore les affaires qui font mal à la gauche adore les affaires qui font mal à la droite. Jean-Luc Mélenchon adore Mediapart quand on révèle l'affaire Cahuzac, mais il honnit Mediapart quand on révèle l'affaire Mélenchon. Voilà. Bon, c'est comme ça. Voilà. Mais ça, c'est un vrai problème de culture démocratique, je crois, dans notre pays, d'une partie de la classe politique, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de généraliser et d'alimenter un sentiment faux, qui est le sentiment du tous pourri, qui est absolument faux. Alors, il nous reste le temps pour une dernière question. Monsieur, ça faisait un moment qu'il l'a... Allô. D'abord, j'aimerais vous dire un grand merci en tant que citoyen, parce que ça fait du bien d'être en face des remparts de la démocratie, quelque part. Et pour rebondir sur ce qu'on disait, alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, ou qu'est-ce qu'on peut demander comme réforme ou comme création d'une nouvelle institution ou d'un nouveau lobby citoyen pour faire courroie de transmission entre les révélations de vous, journalistes, et puis après ce que peut faire le pouvoir public ou ce que peut faire... Voilà. Comment on peut avancer sur justement ce qu'on aborde là actuellement? Déjà, j'aurais tendance à dire soutenir les médias indépendants et les projets qui sont des projets indépendants comme Mediapart, Les Jours ou Forbidden Stories. Ça, c'est une chose, puisque ce travail-là, il est tout sauf gratuit. Ensuite, je pense que, ça fait quelques années que je pense ça. C'est pas à chaque affaire qu'il faut se réveiller. Nous, on amène les choses, on révèle les choses. Ensuite, moi, c'est pas mon travail d'aller faire du lobbying au Parlement. Ça, c'est le travail des citoyens, quoi, de se faire entendre, de demander où on en est sur tel ou tel dossier, non pas affaire, puisque on parle de dossier. Quand Fabrice évoque la fraude fiscale, je pourrais élargir le terme à l'évasion fiscale ou à cette espèce d'euphémisme que je déteste qu'on appelle optimisation fiscale, parce que c'est encore un autre terme pour définir un vol qui est apparemment légal. Tout ça, c'est des enjeux citoyens majeurs, quoi. Et voilà, on a une crise qui s'appelle les gilets jaunes, où on commence à parler du consentement à l'impôt. Moi, c'est ce qui a motivé mes premières enquêtes sur ce sujet-là. C'était il y a presque 10 ans. C'était après la crise financière, il n'y a plus d'argent. Les États sont rincés. Où est passé l'argent? En grande partie, c'est parce que les entreprises ne payent plus ce qu'ils devraient payer. Donc moi, je parle sur ce sujet-là parce que c'est le consentement à l'impôt. Si plus grand monde ne paye l'impôt, alors plus personne n'est d'accord pour payer l'impôt.
Et c'est le ciment de la civilisation, l'impôt. Après la roue, c'est une des plus belles inventions. Sans l'impôt, voilà, c'est le retour à la pire des féodalités ou pire. Donc ça, c'est aussi, enfin moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est ça. Faut peut-être réinvestir les conseils municipaux, faut aller réinvestir des lieux qui sont des lieux de démocratie, même si des fois il n'y a pas beaucoup de démocratie, et se faire entendre là, quoi. Il y a des canaux pour ça. Bah moi je vais faire un peu la même réponse, se dire qu'il faut soutenir les médias indépendants, ça me semble évident. Après je pense que, notamment puisqu'on parlait d'affaires de santé, dans le domaine de la santé, il y a tout un mouvement aujourd'hui d'associations qui disent il faut qu'on reprenne en main notre santé, il faut que les patients s'informent, montent des associations, se fassent entendre des autorités, et la reprise en main finalement de sa santé, c'est aussi peut-être la reprise en main de sa santé intellectuelle, et je pense que se dire qu'on va s'informer, c'est aussi un devoir citoyen. Nous, on est là pour ça, mais c'est aussi un devoir. Et donc, s'informer aux bonnes sources, s'informer auprès de la presse, notamment indépendante, la soutenir, parce que c'est difficile d'être totalement indépendant et d'enquêter au long cours. Ça coûte de l'argent, ça demande du temps. Donc, c'est des choses très évidentes que tout le monde a peut-être en tête, mais c'est pas inutile de les rappeler quand même. Et donc, je pense que c'est peut-être ça qui peut aider et un mouvement citoyen et de citoyens éclairés et qui s'informent, voilà. Comment dire ? Moi, à titre personnel, je suis un sombre optimiste. Voilà. C'est-à-dire que je pense que c'est quand ça va mal qu'il faut espérer. Et donc, dans votre question, le sous-texte de votre question, c'est une sorte de... Il y a un peu l'idée d'une fatigue démocratique. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, vous pouvez tout faire. Il se trouve qu'on est dans une démocratie. Alors, on peut considérer qu'elle est de basse intensité, qu'elle pourrait être... Évidemment, c'est même le propre de la démocratie, je crois, de ne pas être parfaite. Mais ça veut dire que, dans les grands textes qui nous régissent, vous êtes les patrons. Et donc, mais bien sûr, après qu'on a le sentiment d'être dépossédé de ce pouvoir-là. Mais moi, je crois très fort à la pédagogie du clou. On répète, on commence. De mon point de vue, il devrait y avoir des millions de personnes dans la rue pour lutter contre la corruption dans notre pays. Qu'il faut briser les reins d'espèces de déni français vis-à-vis de la situation française, de la corruption. Le CV judiciaire de la France, il est honteux. C'est le pire CV des démocraties occidentales. Voilà. On a un ancien président qui s'appelle Jacques Chirac qui a été condamné. On a son successeur, Nicolas Sarkozy, qui est renvoyé devant le tribunal dans 2 affaires de corruption, qui est multimise en examen dans l'affaire libyenne. On a un ancien Premier ministre, Édouard Balladur, qui est mis en examen dans l'affaire Karachi. On a le Premier ministre du successeur de Jacques Chirac, François Fillon, qui est mis en examen dans l'affaire Fillon. On a 30 proches de Nicolas Sarkozy qui sont mis en examen ou condamnés dans des affaires de délits financiers commis sous l'autorité de monsieur Sarkozy. On a à gauche, sous le quinquennat de François Hollande, le ministre du Budget qui était un fraudeur fiscal. Au nord, monsieur Kucheda qui a été condamné. Au sud, madame Andrieux qui a été condamnée. Sous le quinquennat de François Hollande, l'homme qu'on a mis à la tête du parti présidentiel, Jean-Christophe Cambadélis, est un homme qui avait été condamné 2 fois. On n'a pas pu en trouver un autre. On a mis lui. Celui qui a été condamné 2 fois. Alors, il y a un parti qui pense se repaître de la corruption des autres. C'est le Front National. Tous pourris, testez-nous. C'est le parti qui est mis en examen comme personne morale dans 5 affaires judiciaires. Donc Marine Le Pen est mise en examen dans des affaires judiciaires. C'est un parti qui est pour la souveraineté, la fermeture des frontières, mais pas celle de l'argent. N'a pas de problème à être financé par monsieur Poutine. Monsieur Mélenchon dont j'ai parlé tout à l'heure, quand il y a des révélations sur sa campagne présidentielle et les actions judiciaires contre lui, sa première des réactions, c'est de délégitimer le travail de la police en disant « ma personne est sacrée ». C'est moi la République, comme si les policiers qu'il avait en face de lui n'étaient pas aussi la République, et c'est de demander le lynchage de la presse, notamment Radio France et Mediapart. Voilà. Bon, et ben je pense qu'on a un problème, qu'on a un gros problème avec ça, et vraiment, ça nous appartient, quand je dis ça vous appartient, ça nous appartient de faire comprendre que, en fait, on est les victimes de ça. En fait, la corruption, c'est... On est victime personnellement, intimement de ça. On est victime symboliquement parce qu'on n'a plus confiance dans la démocratie, de moins en moins confiance. Là, on a l'impression qu'il y a des justices à 2 vitesses, qu'il y en a qui s'en sortent toujours mieux que d'autres. Et puis on est victime, et là je vais revenir à ce que disait Édouard, on est victime financièrement.
l'argent de la corruption, c'est l'argent que ces gens prennent dans votre poche. Voilà. Alors c'est indolore parce que nous, la masse des victimes, on est anonyme. On n'est pas une partie civile comme des gens qui se font braquer dans une boulangerie ou dans un bar tabac, mais on est les victimes d'un braquage en costard-cravate, mais d'un braquage quand même. Donc voilà, je crois qu'on fait partie des fantassins qui considèrent que c'est un enjeu majeur, aussi important que la lutte contre le chômage ou les déficits publics, et parfois même c'est lié en fait. Voilà, c'est sur ces mots qu'on va conclure. Merci Fabrice, Aurore et Edouard d'être venus.